Tout d'abord, bonjour à tous et toutes. Bienvenue sur le campus de la Chambre de commerce et de l'industrie du Cher. Merci à tous pour votre présence aujourd'hui. Pour cet événement, cette table ronde autour des métiers de la communication et du marketing, organisée du coup par la CCI du Cher, dans le cadre du mois de la découverte des métiers, qui est un événement organisé par CCI France. Merci également à nos 4 invités. Tous les 4 adhérents de l'association Comme18, qui est une association qui regroupe les professionnels du marketing et de la communication dans le département du Cher, pour votre temps que vous avez décidé de nous consacrer et pour tous les détails que vous nous apporterez. Et j'espère l'envie que vous nous partagerez pour rejoindre les métiers de la communication et du marketing. Je vous propose qu'on commence par un petit tour de table pour se présenter tous. Moi, je vais le faire très rapidement, mais donc je suis Thibaut Daubigny, je suis le responsable du service formation continue de la Chambre de commerce et de l'industrie. Je ne suis pas du tout animateur professionnel, donc je compte sur votre tolérance au maximum pour cet événement. Et après, je laisse la parole à Pauline pour vous présenter en première, s'il vous plaît. Très bien. Bonjour à tous. Pauline Thiebaud, donc moi je suis responsable communication région centre chez MBDA. MBDA qui est une très grosse entreprise de l'industrie de défense basée en région centre, donc deux sites à Bourges, un site dans le Loir-et-Cher à Celles-Saint-Denis et le siège social est au Plessis-Robinson en région parisienne. Bonjour à tous, donc moi je suis Céline Juste, je suis responsable de la communication au sein du SDE 18. Donc le SDE 18 c'est le syndicat départemental d'énergie du Cher. C'est une collectivité qui travaille pour les communes et les intercommunalités du département dans le domaine de la transition énergétique et des énergies. Et je suis aussi coprésidente de l'association Comme18. Bonjour à toutes et tous, je m'appelle Pauline Curel et je suis directrice adjointe du Printemps de Bourges, ayant en charge dans mes missions la communication du festival, donc Festival de musiques actuelles, j'espère que vous connaissez toutes et tous le printemps qui a lieu donc chaque année au mois d'avril depuis 1977. Donc voilà, nous allons sur notre 50e édition en 2026. Bonjour à toutes et tous, je suis Aurélie Rabier, je suis chef de publicité pour l'entreprise JC Deco sur les secteurs du Cher, de l'Indre et de la Nièvre. JC Deco, c'est le numéro 1 mondial de la communication extérieure, vous le croisez potentiellement tous les jours quand vous mettiez un pied en ville, avec notamment les abribus de plateau. Merci. On va repartir dans l'autre sens. On va peut-être recommencer par vous, Aurélien. Est-ce que vous pouvez nous décrire une de vos journées en quelques mots, une journée type dans votre métier? Et puis après, on va refaire le tour dans l'autre sens. Je ne sais pas si c'est un point commun, mais je pense qu'on a un peu de journées type. C'est peut-être pour ça qu'on aime ce métier. En fait, il y a la théorie, quand on est chez nous en train de petit déjeuner, je pense, et il y a la pratique quand on arrive au bureau. Et qu'il y a déjà potentiellement 2 ou 3 urgences sur le bureau qui viennent mettre à mal ce qu'on s'était dit. Donc c'est, même s'il n'y a pas de journée type, je pense que c'est des... J'imagine qu'on est tous un peu pareil. Ce sont des journées qui sont remplies de rencontres, de rendez-vous professionnels qui sont formels, plus informels aussi parfois dans des événements, et puis aussi très tournés vers l'interne, avec tout un tas d'interactions, on en parlera je pense un peu après. Voilà. Pauline, du coup même réponse qui n'en est pas une. Non, c'est vrai que j'adorerais en fait avoir des journées types, mais c'est pas le cas effectivement dans la pratique. Moi, je vais plutôt parler en tout cas dans mon métier, de temporalité, où plus on va avancer vers l'événement, puisque le printemps c'est un festival, et donc on communique dans le domaine de l'événementiel, c'est-à-dire que mes journées vont changer parce qu'on ne va pas être dans les mêmes phases de communication à l'heure actuelle, là, au mois de novembre, et puis au mois de mars. Donc voilà, là, je vais plutôt être actuellement en train de finir une phase de réflexion, de stratégie de communication, et du coup dans une phase de communication plus globale. Et puis je vais rentrer très vite en janvier dans la mise en œuvre, dans la pratique. Et plus je vais avancer dans le temps, plus en fait on va déployer les différents canaux de communication. On en parlera peut-être, on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure, mais voilà, communication digitale, print, communication commerciale, communication d'image. Donc voilà, c'est plus des questions de temporalité que de journée type effectivement. Et en plus moi, de par ma fonction, j'ai aussi une dimension
plus managériale aussi sur les équipes com. Et puis d'autres aspects aussi d'organisation sur le festival, indépendamment de la com. Merci. Céline, du coup, la même réponse? Non, on va un peu avoir la même réponse, mais c'est vrai qu'après, il y a la théorie où en fait, notre rôle, c'est de déployer une stratégie de communication, développer les outils de communication qui en découlent, que ce soit, enfin moi me concernant en interne et en externe. Et dans la structure où je travaille, en fait, il y a plusieurs services sur différentes compétences, ce qui fait que les besoins sont différents d'un service à l'autre et il faut pouvoir répondre à tous. Et effectivement, il y a la théorie sur le papier et quand ils arrivent dans votre bureau, ils vous disent ah, « j'ai besoin d'une affiche, j'ai besoin… là, il y a un événement organisé ». Voilà, il faut être sur tous les fronts en même temps. Donc, il y a notre programme qu'on fait initialement et après, on s'adapte. Donc, je pense que le maître mot, c'est aussi s'adapter dans le quotidien. En effet. Merci beaucoup. Et Pauline, du coup, je pense qu'on va… Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de journée type. En revanche, il y a quand même des choses que je fais un peu tous les jours qui se retrouvent. Je commence souvent ma journée par une rapide revue de presse, avec la presse locale et puis la revue de presse plus globale sur l'actualité France internationale. Je commence aussi toujours ma journée par, voilà, comme tout le monde, mon agenda. Bon, c'est quoi aujourd'hui les réunions ? C'est quoi les moments où je vais pouvoir me poser pour travailler sur des sujets plus de fond ? Parce que je pense que comme mes collègues, moi, on a des missions sur lesquelles on travaille au long cours, des sujets qui reviennent régulièrement. Et puis, on va avoir les choses plus imprévues, les événements organisés un peu en catastrophe, les visites qu'on n'a pas prévues. Voilà. Donc, c'est effectivement jongler entre ces sujets-là, mais quand même avec une bonne partie de sujets récurrents qui permettent de donner de la visibilité quand même sur l'activité et sur les journées. Voilà. D'accord, merci beaucoup à tous. On va passer à des questions un petit peu plus individuelles. On va éviter de faire un tour de table systématiquement quand même. Et puis on voit que c'est la même réponse à chaque fois. Alors bon, non, mais je plaisante. Je vais m'adresser à vous, Céline. Dans votre travail, qu'est-ce que vous aimez le plus ? Alors moi, ce que j'aime le plus aujourd'hui dans mon métier, c'est la diversité. Je fais aussi bien du print, c'est ce qu'on appelle en fait de l'édition papier, du digital, de l'événementiel, et c'est vraiment mon quotidien, il est très très varié. Je fais jamais la même chose, donc c'est ce qui me plaît aujourd'hui dans mon métier de responsable communication. Et un des points forts aussi, Aurélien en parlait tout à l'heure, c'est les rencontres humaines aussi. Quand on fait de la communication, il faut aimer aller vers les gens, que ce soit en interne ou en externe. Il y a beaucoup d'échanges, que ce soit avec les prestataires, avec nos publics. Donc, il faut qu'on puisse aimer aller vers les gens. Donc, ça, c'est vraiment… Et moi, aujourd'hui, ma cerise sur le gâteau, c'est pouvoir organiser des événementiels de A à Z, pouvoir avoir une page blanche et pouvoir la remplir et l'écrire. Ça, c'est ce que je préfère dans mon métier actuellement. D'accord, merci beaucoup. Pauline, du coup, Pauline Curel, quelles sont d'après vous, les idées reçues sur les métiers de la communication et du marketing ? Les idées reçues sur… Oula, il ne faut pas que je décourage. Justement, on va les déconstruire, ces idées reçues. En vrai, si vous me le permettez, je vais plutôt répondre sur les métiers qui me concernent dans mon domaine. Enfin, je vais axer sur mon domaine. Exercer alors la communication, du marketing, mais peut-être aussi d'autres métiers dans la culture, en tout cas. Le premier, je pense, préjugé, le premier cliché, c'est de se dire c'est pas un vrai métier. Parce qu'il y a un côté peut-être un peu divertissement qui transparaît en tout cas quand on est à votre place, par exemple, en tant que festivalier. Je vous assure qu'on ne s'amuse pas toujours, nous, quand on organise le printemps. Même si, oui, ça reste un métier où il y a du fun, où on est quand même très rigoureux. Alors, on peut s'amuser en travaillant et être malgré tout très sérieux. Et ça surprend, par exemple, les gens que l'on accueille, que ce soit des stagiaires, des alternants ou même des nouvelles recrues salariées. Ils sont un peu tout le temps estomaqués de voir la manière dont on est organisé et la manière dont on est structuré comme une vraie entreprise par secteur. Il y a la direction, la production, la communication, la commercialisation, la technique, le partenariat. Et en fait, ça surprend, on est vraiment dans un schéma d'organisation très classique. Donc, c'est un vrai métier. Et d'autant plus, je dirais, qu'il demande beaucoup d'investissement et donc de rigueur.
Autre idée reçue, ça peut être aussi de se dire, c'est pas vraiment une idée reçue, mais c'est bouché. Voilà, donc la communication, on le sait, c'est des métiers qui sont hyper sollicités, ça fait envie, et vous avez raison d'avoir envie de faire de la communication parce que c'est passionnant. En revanche, c'est vrai que du coup, on se retrouve parfois sur un marché qui est un peu saturé, alors d'autant plus dans la culture, mais je trouve que c'est un peu direct de dire ça, de dire c'est bouché. Je trouve pas. En fait, oui, mais non. En fait, vous pouvez, et on le voit, à force d'investissement et surtout d'expérience. Je crois que c'est hyper important. Si j'avais un conseil à donner, ça serait de multiplier les expériences dès que vous pouvez, parce que la théorie, l'aspect très universitaire, études, c'est bien. Ça crée les fondamentaux, les bases. Mais je crois qu'on n'apprend jamais autant qu'en exerçant. Et du coup, c'est le conseil que je donnerais, parce que plus on va multiplier les expériences de stage, de bénévolat, même de CDD, de contrats courte durée, plus on va s'armer et plus aussi on va rencontrer des gens à qui on va pouvoir laisser une impression bonne, pour le coup. Et là, ça vous ouvre des débouchés parfois que vous n'aviez pas vu venir. Donc ces bouchées, pour moi, c'est un préjugé. En tout cas, c'est facile de dire ça et c'est cliché parce qu'il y a plein d'ouvertures possibles si on se donne les moyens de le faire. Et puis, comme vous dites aussi, c'est vrai qu'on parle beaucoup communication et je pense on l'a peut-être vu déjà un petit peu au travers de ce que vous venez tous de dire, mais c'est vrai que la communication, c'est très large en fait. Vous l'avez dit un petit peu, Pauline, du coup, il y a quand même beaucoup de spécialités et de spécificités dans les métiers de la communication et du marketing, et donc du coup, il y a quand même pas mal de... Il est nécessaire aussi de recentrer en fait, et de définir ce qu'est la communication, parce que c'est un mot qui est très large, qui veut tout dire et rien dire. Et malheureusement, nos métiers en pâtissent aujourd'hui parce que la communication, ça paraît facile. Comme tu disais tout à l'heure, c'est pas parce qu'on fait les choses avec le sourire que tout est toujours merveilleux, tout se passe bien. C'est quand même plus agréable de le faire avec le sourire. Mais vraiment, la communication, nous, c'est ce qu'on défend aussi au sein de l'association des communicants, c'est que c'est un vrai métier. Il y a des compétences derrière. Il y a des formations, notamment à l'Estacom et dans d'autres écoles, et ça ne s'improvise pas. La communication, aujourd'hui, ça fait partie des leviers stratégiques d'une stratégie d'entreprise. Je pense que là, nous tous autour de la table, en fait, on fait partie de la stratégie de développement des entreprises parce que la communication a sa place. Et ce n'est pas de l'improvisation, c'est réfléchi. Et ça, il faut en avoir conscience. Voilà, ça demande de l'investissement et une réflexion. Et ce qui est super, c'est que le fait qu'il y ait plusieurs façons d'exercer cette fonction, c'est ce qui crée un peu le flou quand on demande à quelqu'un vous faites de la communication, mais qu'est-ce que vous faites? Ce que je viens de dire tout à l'heure, finalement, le fait qu'il y ait beaucoup d'imprévus, qu'on fasse beaucoup de choses, etc., finalement, ça vient brouiller un peu le message, mais je suis d'accord avec ce que tu viens de dire, il y a un socle au départ qui est donné par chacun de nos formations et aussi nos expériences, donc ça reprend ce que tu disais, Pauline. Et finalement, tout ça contribue à la fin à exercer sa façon de faire de la communication, et ce qui le rend très particulier, et ce qui permet aussi d'être fier de ses victoires. On prend aussi les échecs par moment, mais on a choisi un axe et on apprend tous les jours. Effectivement. Et j'ajouterais quelque chose qui me semble important, c'est que c'est un métier qui s'est beaucoup professionnalisé. C'est, je dirais, 20, peut-être 30 dernières années, mais surtout les 20 dernières années. Autrefois, c'est un métier de communicant qui n'existait pas et qu'on confiait à des personnes qui avaient une certaine ancienneté dans les entreprises. On leur confiait cette fonction-là de communication parce qu'on ne savait finalement pas trop à qui le confier. Et voilà, on comptait sur effectivement la connaissance, l'ancienneté des personnes. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, voilà, il y a plein de formations qui existent pour devenir communicant, mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas quelque chose qui s'improvise. Et pour rejoindre ce qu'a dit Céline, c'est effectivement une fonction réellement stratégique dans les entreprises, que ce soit des très grandes entreprises, des plus petites. Et voilà, je pense que c'est important de le dire. Et voilà, je pense que si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que vous avez besoin aussi de compléments d'information par rapport à ça. Sans transition, du coup, on va évoquer maintenant plutôt la partie parcours de formation, justement, pour accéder à ces métiers-là, et puis aux compétences aussi visées dans ces métiers-là. Là, je vais m'adresser à vous quatre, une nouvelle fois, pour savoir un petit peu vos parcours à chacun, et ce qui vous a mené à vos postes les uns les autres.
Au cri j'y vais, je me lance. Alors moi, ça va faire bientôt 20 ans que je fais de la communication. Hein. Donc, j'ai jamais... ça rajeunit pas. On assume. Voilà, mais à un moment donné, voilà, il faut le dire. J'ai jamais dévié et je suis toujours restée dans le monde de la communication. J'ai commencé par un DUT Information Communication. J'ai poursuivi sur une maîtrise presse et communication, une MST à l'époque, hein, je crois que ça n'existe plus. Et j'ai terminé par un Master 2 en communication d'entreprise. Et voilà, suite à ça, je ne sais plus si c'était la question, c'était le parcours. Le parcours. Et après les expériences. Vous pouvez, si elles sont... Oui, voilà. Évidemment. Et donc voilà, après 20 ans de métier de communication, dans des grands groupes, Crédit Agricole par exemple, sur des fonctions de communication interne, externe, commerciale, des plus petites structures, des structures publiques aussi, collectivités. Je travaillais au conseil départemental, j'ai travaillé également pour le campus sur lequel dans lequel on est aujourd'hui, avant d'arriver chez MBDA il y a quasiment 5 ans. Voilà. Merci. On va faire dans l'ordre du coup. Alors, moi, je suis issue d'une formation aussi en communication, avec une spécialisation en communication institutionnelle et communication de crise. Effectivement, après, moi, c'était mon choix d'études, parce que voilà, c'était la voie vers laquelle je souhaitais aller. Aussi, bientôt, une expérience de 20 ans dans le monde de la communication, mais plus particulièrement le monde institutionnel, parce que c'était vraiment mon souhait d'être dans ce domaine-là. J'ai passé à peu près une petite quinzaine d'années dans une intercommunalité avec un fort travail sur tout ce qui était marketing territorial et en lien avec les entreprises. Là, c'est quelque chose que j'ai trouvé particulièrement intéressant parce qu'en fait, on mêle communication et marketing parce qu'il faut arriver, votre territoire devient un produit et c'est arriver à vendre son territoire, les entreprises. Et maintenant, ça va faire 6 ans que je suis au sein du SDU 18 où j'œuvre sur la communication interne et externe. Alors après, quand on dit communication externe, c'est quand on va vers l'extérieur, vers les cibles externes. Et quand en interne, c'est parce qu'en fait, on communique auprès en fait, des personnes qui travaillent au sein de la structure. Parce qu'en fait, ça reste aussi un public vers lequel il faut communiquer. Merci. Pour ma part, donc après bac, j'ai fait un DUT technique de commercialisation, puis une licence où je me suis quand même dirigée dès la licence vers l'industrie du disque. Ça s'appelait comme ça quand il y avait encore des disques. Mais bon, je ne sais pas comment on pourrait l'appeler maintenant. Une licence qui était industrie du disque et spectacle vivant. Où donc j'ai pu, pendant cette année de licence, appréhender les spécificités du secteur, que ce soit en commercialisation, communication, en droit, maison de disques, label, etc. Et puis j'ai fait un stage longue durée dans le cadre de cette licence au Printemps de Bourges. Et donc moi je peux le dire, ça fait bien 20 ans que j'exerce dans la communication, mais que du coup je n'ai pas changé d'entreprise. Voilà, je crois que c'est un peu rare. Hein. Félicitations en ce moment, oui. Je ne sais pas si je dois m'en féliciter. En tout cas, mon parcours s'est fait comme ça parce que, alors j'étais pas du tout pour rester 20 ans au Printemps de Bourges. J'étais même pas du tout dans l'optique de rester au Printemps de Bourges parce que j'avais une grosse hésitation entre le fait de m'orienter vers la communication et de m'orienter vers l'enseignement. Voilà, j'avais toujours ça en tête, de rentrer à l'UFM à l'époque, ça s'appelait comme ça, pour être professeur des écoles, donc rien à voir. Mais voilà, les choses se sont fait que je vous parlais d'opportunités tout à l'heure et d'expérience. Voilà, j'ai eu l'opportunité... Bonjour. Bonjour. J'ai eu l'opportunité de faire ce stage, puis à la suite du stage, on m'a rappelé pour remplacer un congé mat, et puis au final, on se dit que c'était plutôt bien de travailler ensemble, donc j'ai eu l'opportunité moi d'évoluer dans la structure. C'était pas forcément gagné parce qu'on est une petite équipe, mais en tout cas j'ai exercé plusieurs fonctions au Printemps de Bourges. À chaque fois que j'ai eu un peu l'envie peut-être d'aller explorer d'autres horizons, on a réussi à me rattraper en vol à chaque fois en me proposant d'explorer d'autres missions au printemps. Donc j'ai été aux relations presse, aux relations publiques, responsable communication, après responsable de l'action culturelle, qui est aussi un des nouveaux métiers de la communication maintenant, en tout cas dans nos métiers de la culture.
Et puis, ça fait un peu plus de 2 ans que je suis directrice générale adjointe. Voilà, donc j'ai vraiment eu une évolution de carrière au printemps. Alors, est-ce que je serai encore au printemps dans 20 ans Je ne sais pas, je pense que le printemps, lui, sera encore là, c'est sûr. Moi, Ça, on le souhaite quand même. Ouais, on verra. Après, c'est pas grave, hein. Des fois, les pages se tournent et puis il y a d'autres histoires à écrire. Et quand Mais on des est en fois, phase avec on ça, peut c'est écrire bien. son histoire malgré tout dans la même structure. Oui, je trouve que t'en es oui, un oui. bel exemple. Et des fois, c'est des choses, c'est la vie, des choses qui se présentent, Oui, oui. il y a des missions, des opportunités. Non, mais voilà, c'était vraiment des opportunités. Après, je suis très contente si je suis encore là. C'est pas qu'une question d'opportunité non plus, c'est une question d'être ancrée, d'être en phase avec où on est et surtout d'être toujours aussi passionné par le projet. Voilà. Et ça, je crois que c'est pour moi le truc qui est vraiment essentiel, c'est que 20 ans après, j'ai un métier, ou en tout cas un projet de festival qui est toujours aussi excitant. Et voilà, la passion, ça fait parfois... Je crois que la passion, c'est quelque chose qui est assez fort dans le métier de la communication, parce que c'est un métier qui demande quand même beaucoup d'investissement. Comme je disais, il y a le côté En rigoureux, temps, ouais. en temps, en investissement. On donne de soi un petit peu, parce qu'il faut, voilà, bon, vous amenez vos idées, vous amenez vos outils, et ce qu'il y a, c'est que vraiment, il y a un investissement qui est fort, et donc il y a ce mot, il y a cette passion, en fait, je trouve, dans nos métiers, en tout cas. Et c'est important. C'est vrai. Merci beaucoup, mon Aurélien, pour clôturer, du coup, peut-être. Si mon micro marche maintenant. Si, il marche, c'est bon. Merci. Du coup, on a un point de départ un peu commun avec Pauline, parce qu'on a fait la même école. Moi, j'ai fait aussi un DUT Tech de commercialisation, donc plutôt profil commercial, une licence professionnelle communication et commercialisation de produits culturels. C'était comme ça que ça s'appelait, je crois. On a fait la même. Oui. Non, mais pas la même année. Oui, à Issoudun. Tu vois, tu te rappelles. Voilà. Et après, les chemins ont été différents. Justement, on parlait de rencontres et c'est vraiment ça, c'est des métiers. On a l'impression parfois d'un peu d'entre-soi. En tout cas, on recroise souvent les mêmes personnes parce que c'est des métiers qui sont très particuliers, qui demandent des capacités particulières, des connaissances particulières. Et du coup, on est voir croiser quand même les gens au fil de son parcours. Moi, je trouve que c'est plutôt un point positif parce que finalement, c'est aussi gage de sérieux et de durée dans le temps. Et je dis ça vaut pour Bourges, Paris, Lyon, New York, j'en sais rien. Mais en fait, on recroise, le monde est vraiment petit, encore plus dans la communication. Et du coup, moi, j'ai fait le choix après cette école d'aller à Paris pour travailler en maison de disques. À l'époque, on vendait des disques, justement, plutôt sur le côté marketing. Donc au départ, une formation très commerciale, après un profil plus marketing, et j'étais chef de projet marketing. Donc concrètement, on posait un CD vierge sur un bureau et on créait l'image autour d'un artiste. Donc c'était là aussi un métier passion par excellence. J'ai travaillé 4 ans de mémoire à Paris. Et puis après, le souhait de partir, de revenir plus en région et de basculer sur un job. Alors je suis passé de l'autre côté de la frontière, un job plus commercial, mais qui était toujours en lien avec la communication, où là, c'était le fait d'apprendre à construire des plans de communication, à commercialiser des espaces publicitaires. Et je l'ai fait du côté de Lyon, où j'ai travaillé en presse pendant 5 ans. Ensuite, pour la régie de la SNCF qui vend des dispositifs dans les gares et qui appartient au groupe Publicis, qui est un gros groupe de communication mondiale. Et puis ensuite, le souhait de revenir plutôt en région centre et du côté de Bourges. Et JC Decaux m'a donné cette opportunité depuis maintenant 9 ans. Donc une fonction plus commerciale que mesdames, mais je dirais que la partie communication, de toute façon, c'est tout. Mes clients, mes partenaires font partie de cet univers et je dirais que on a un échange qui est construit, nourri et pas uniquement dans une relation de fournisseur et d'acheteur, mais bien au-delà de ça. Voilà. Merci à vous 4 pour vos retours. On retiendra peut-être 2 mots qui sont quand même opportunités, on l'a beaucoup entendu, et rencontres aussi, qu'on fait la différence, que ce soit en interne dans la même société ou même parfois pour d'autres sociétés. On parlait des parcours plutôt scolaires. Pauline, là je m'adresse à vous. Est-ce que selon vous, il y a un diplôme spécifique ou alors est-ce qu'il y a plusieurs chemins possibles? On a eu un début de réponse avec vos témoignages avant, mais... Oui, c'est ce que j'allais dire là. On a eu des témoignages qui montrent qu'effectivement, il n'y a pas une voie toute tracée. Bien souvent, au-delà du diplôme, c'est quand même effectivement la première expérience professionnelle qui va faire que voilà, on va être amené ou pas à continuer dans
la communication. Aurélien et Pauline, ils n'étaient pas dans un domaine très éloigné avec des études en technoco, commercialisation, produits culturels. Donc oui, il y a plusieurs voies possibles. Ça peut être, il y a des écoles publiques qui existent pour étudier la communication et le marketing, des grandes écoles publiques type le CELSA, Sciences Po, qui peuvent amener à des carrières ensuite dans les métiers de la communication. Il y a des écoles plutôt privées, des écoles de commerce, des écoles de communication. L'ESTACOM en fait partie, il y en a plein d'autres. Et puis, il y a également tous les cursus universitaires. Moi, c'est ce que j'ai suivi, que ce soit le DUT, la maîtrise ou le master. C'est un cursus universitaire, donc public aussi. Où je pense que c'est un sujet qu'on abordera après. À l'époque, l'alternance était moins monnaie courante qu'aujourd'hui. Néanmoins, j'ai eu des stages chaque année, dans chacune de mes années universitaires. Et c'est notamment un des stages qui a fait que j'ai décroché mon premier emploi, mon premier CDI. Donc voilà, je dirais donc voilà, pour en revenir à la question, il n'y a pas un parcours type. Pour compléter ce que j'ai dit tout à l'heure aussi, c'est un métier quand même qui s'est professionnalisé, donc je pense quand même que c'est important d'avoir au moins des bases dans ce domaine-là, parce qu'il y a des choses à apprendre. Au niveau théorique, ça ne remplacera jamais la pratique. Je crois que Pauline en parlait tout à l'heure. Néanmoins, voilà, je pense que à minima, peut-être un bac plus 2, un BTS, un DUT, une licence, c'est pas mal pour démarrer et ensuite vouloir en faire son métier. D'accord. Je vais rebondir directement sur ce que vous venez de dire, du coup, mais à aujourd'hui, si vous deviez vous projeter dans une situation de recrutement, recruter quelqu'un, est-ce que pour vous, un alternant aurait plus de chances qu'un autre candidat qui soit déjà expérimenté? Alors par rapport à... Je pense que l'alternance, c'est un vrai plus, effectivement. Et je pense qu'aujourd'hui, si on a le choix entre une formation dite initiale, c'est-à-dire cursus classique sans alternance, et une formation en alternance, moi, je conseille quand même de choisir l'alternance parce que c'est une vraie manière d'apprendre le métier et ensuite de gagner en employabilité concrètement. Donc, pour répondre à la question, moi, entre un jeune qui vient de sortir, qui vient d'obtenir son diplôme, qui vient de finir une alternance ou un qui ne l'a pas fait, effectivement, je privilégierais plutôt... quelqu'un qui est passé par le parcours en alternance. Exactement. Si je peux compléter rapidement. Oui, complètement. Moi, par expérience, en termes de recrutement maintenant, je sais parce qu'il y a peut-être des gens ici qui sont en réflexion, ou en chemin, en cours de réorientation et qui vont pas forcément se remettre maintenant dans une formation très com. Et toute expérience passée est bonne à prendre, c'est-à-dire que moi, il m'est arrivé de recruter des personnes en com, et encore une fois, la communication, c'est très large. Donc, en fonction de la fiche de poste, il m'est arrivé de recruter des gens qui avaient fait, je sais pas moi, fait une fac de droit ou une fac de lettres, quoi. Donc, rien à voir avec la communication. Et pourquoi ? Parce que, encore une fois, sur un CV, ce qui peut faire la différence, c'est des expériences un peu de manière naturelle, c'est-à-dire du bénévolat ou l'implication dans une association ou d'organiser des petits événements entre copains, ça marche aussi. Et puis, ce qui marche aussi quand même beaucoup, après, moi, c'est mon ressenti, c'est le savoir-être. Enfin, honnêtement, je crois que c'est important d'en parler, du savoir-être, parce que là, on parle beaucoup du savoir-faire. Je me suis complètement plantée, et je le dis, j'ai pas honte de le dire, sur certains recrutements, en voulant recruter à ce qui me semblait être la personne la plus capée, parce que la bonne fac, la bonne université, le bon stage derrière, et puis avoir quelqu'un qui n'était pas, qui avait une personnalité ou un tempérament pas du tout fait pour travailler, en tout cas dans mon domaine et dans nos métiers. Et à l'inverse, il m'est arrivé de recruter des personnes pas formées, ou alors des personnes qui, jeunes, enfin des profils très jeunes, juniors, qui sortent tout juste
de l'école et qui vont forcément avoir moins d'expérience qu'une personne qui a 30 ans, mais avec l'envie, la motivation, le sourire, la niaque, les bonnes vibes, le bon état d'esprit qui correspond à l'entreprise. Et moi, j'en suis revenue et 1000 fois, je préfère accompagner, former, prendre le temps d'accompagner quelqu'un dans son premier parcours professionnel et par contre d'avoir vraiment le bon état d'esprit et la personne qui correspond à l'équipe, quoi. Enfin, et je trouve que, au final, on arrive à des résultats meilleurs en termes de performance, d'organisation et de communication avec des gens qui ont envie qu'avec des gens parfois qui ont les compétences parfaites et finalement qui ne vont pas se fondre ou alors pas avoir le niveau d'implication que nécessitent nos métiers, quoi. Voilà, je tenais juste à faire cette précision-là parce que du coup, ça peut ouvrir aussi d'autres perspectives. Merci beaucoup pour l'éclairage. On va même aller un petit peu plus loin du coup, et je vais me tourner vers vous, Aurélien. D'après vous, si on doit citer des compétences clés pour quelqu'un qui veut travailler dans ces métiers-là, vous citeriez lesquelles, par exemple ? Ça rejoint pas mal ce que Pauline disait à l'instant. Finalement, il y a d'abord des compétences humaines et comportementales avant d'avoir des compétences techniques, même s'il en faut, et les formations sont là pour vous donner ça. Mais en fait, ce qu'on ne sait pas faire, on peut apprendre à le faire. Ça, c'est une certitude pour toute chose. Par contre, le savoir-être, si on n'est pas capable d'être tourné vers les autres, tourné vers l'extérieur, curieux, etc., ça, malheureusement, y a rien qui remplacera ça. Donc effectivement, je pense d'abord à des compétences, ce qu'on appelle des soft skills, mais des compétences liées à l'ouverture d'esprit, à la curiosité, à l'écoute, à l'envie d'échanger. Pour moi, je mets ça comme un gros socle dans un métier de la communication, pour exercer un métier dans la communication. Aussi être capable de gérer, c'est de la gestion de projet pour moi, mais d'être capable de gérer, on parlait tout à l'heure d'imprévu, de gérer plusieurs dossiers en même moment, ce sont des capacités organisationnelles finalement. Être capable de ne pas se perdre et se noyer dans un verre d'eau. Et puis finalement, je pense qu'on s'est tous une fois retrouvés devant une montagne de projets et savoir aller chercher par où commencer, s'organiser, déléguer, organiser, effectivement c'est un socle de ce métier qui est, à mon avis, indispensable. Et puis d'être capable de s'adapter, puisqu'en fait, on fait tous plus ou moins ce métier depuis 20 ans, a priori. Et en fait, il y a 20 ans, on avait, je ne vais pas dire qu'il n'y avait pas de stratégie digitale, mais on n'avait pas les médias qu'on a aujourd'hui. Le métier n'était... Oui, voilà, ça paraît lunaire, mais il y avait une stratégie digitale qui ne s'appelait même pas stratégie, je pense. On n'était même pas là-dessus. Et dans 10 ans, on sera encore bien au-delà par rapport aux 20 ans qui viennent de se passer. Donc le fait d'être capable de s'adapter, se remettre en question à chaque moment de la journée, même j'ai envie de dire, c'est vraiment un prérequis sur ces métiers, je pense. C'est intéressant du coup les retours que vous avez pu donner tous ensemble, parce qu'il y a quand même une idée assez facile, une idée reçue quand même qui est assez évidente. En général, on associe beaucoup la com à la créativité. C'est quelque chose qui n'est pas nécessairement ressorti parce que c'est quand même beaucoup plus vaste que ça, finalement. Et donc, du coup, c'est aussi pour ça que c'est intéressant d'avoir un petit peu vos retours là-dessus. Donc, merci pour ça. On va plutôt passer maintenant à la partie vraiment du secteur de la communication, les tendances un petit peu de la communication de ce secteur-là. Là, je vais me tourner vers vous quatre une nouvelle fois. On va refaire le tour. On a à peu près répondu déjà tout à l'heure sur la première partie de la question, mais sur les débouchés dans les secteurs de la communication, du marketing, sur les postes auxquels on peut accéder et surtout les entreprises qui recrutent dans ces secteurs-là. Et là, je pense que ça va être très intéressant. Pauline, on va commencer, on va rester discipliné, on va faire comme ça. Je pense que les débouchés, elles sont aujourd'hui très très larges. Alors si on parle déjà de typologie de structures qui peuvent avoir besoin de communicants, je pense qu'aujourd'hui ça concerne tous les domaines, tous les secteurs, toutes les tailles de structures, publiques, privées, des grosses entreprises, des plus petites PME. Ce qui va pas mal changer et façonner un petit peu les postes dans chacune de ces structures, ça va être effectivement la taille des entreprises,
j'ai envie de dire que plus la taille de l'entreprise va être petite, plus ça sera des métiers un peu touche à tous, c'est-à-dire que vous serez communicants un peu tous azimuts, puisque forcément, souvent, c'est il n'y a qu'un poste dédié pour ça. Et puis, plus vous allez aller dans des grosses structures, plus les secteurs de la communication vont avoir tendance à être un peu plus cloisonnés. Voilà, si je prends l'exemple chez MBDA, c'est pas mon cas parce que moi je suis détachée en région centre sur une fonction assez polyvalente qui inclut de la communication interne, externe, relations presse, événementielles, etc. Mais mes collègues qui sont basés en région parisienne, il y a les collègues qui s'occupent de la presse, hein, c'est un métier à part entière. Il y a les collègues qui s'occupent de l'événementiel uniquement, d'autres qui s'occupent de la marque uniquement, d'autres uniquement du digital et encore d'autres uniquement des salons. Donc pour vous dire que voilà, plus la taille de la structure est importante, plus les métiers sont vraiment très très spécifiques. Voilà. Et voilà, je sais pas, je pense que ça répond à la question. Mais... En partie, oui, on est bien, on est bon. Dans la communication, vous avez les métiers où effectivement vous avez directeur communication, responsable communication, chargé de communication, et après vous avez tous les métiers aussi qu'on appelle prestataires, effectivement avec graphiste, vidéaste, photographe, régie publicitaire. C'est vraiment, quand on dit communication, en fait, moi ce que je peux vous conseiller, c'est d'aller chercher et d'être curieux et d'aller vraiment chercher tous les métiers qui découlent de la communication. Parce que, par exemple, moi aujourd'hui, je ne suis pas graphiste. Je suis spécialiste de la stratégie de communication, mais graphiste, ce n'est pas mon métier. Et vraiment, il y a plein de spécificités dans le domaine de la communication et des métiers liés à la communication. Ouais, complètement. En fait, la communication, moi, je dirais plutôt que c'est un domaine dans lequel tu exerces ton métier, mais après, dans la communication, il y a plusieurs métiers. Donc après, c'est à vous de savoir si la communication multicanale vous intéresse. Et là, Pauline, je te rejoins, auquel cas, c'est souvent des postes que l'on retrouve dans des petites structures, puisqu'il y a un pôle com qui est souvent formé d'une, voire deux personnes. Nous, c'est le cas, par exemple, au printemps. Je prends l'exemple du printemps. Bon, il y a une période de l'année où il y a moi. Et puis après, plus on avance au fur et à mesure plus on avance vers l'événement, plus l'équipe, le pôle com se forme et grossit. Et on va avoir une personne qui va être dédiée plutôt à la communication print, donc les supports papier et les partenariats médias, puis une personne qui sera plutôt dédiée à la communication digitale et réseaux sociaux. Par contre, tout ce qui est, on n'a pas de compétences en interne, graphiste pur et dur en tant que tel, relations presse, c'est un prestataire extérieur également, voilà. Donc, et on n'a pas de com interne à proprement parler non plus, puisque on est à l'année, au printemps, on est 9 et on se retrouve à près de 1000 pendant l'événement. Donc mais il n'y a pas de service de communication interne chez nous, quoi. Souvent, en communication interne, c'est dans les gros groupes, les grosses entreprises, je vais vous dire Michelin, par exemple, qu'on a sur le territoire, où il y a une personne qui est dédiée, mais que à la communication interne, puisque vous avez des centaines... plusieurs centaines en fait, de salariés, et à ce moment-là, il faut créer aussi une cohésion d'équipe, travailler sur le côté fédéré, déployer des messages qui sont liés aussi des fois aux accidents du travail. Enfin, voilà, il y a toutes des procédures de travail, les valeurs de groupe. C'est aussi un autre métier spécifique, la communication interne. Mais c'est un peu comme l'événementiel. L'événementiel, c'est pas un métier. Quand on me dit, moi, je veux travailler dans l'événementiel, mais tu veux faire quoi dans l'événementiel? Tu veux être peintre? Tu vas être plombier, tu vas être cuisinier, parce que dans l'événementiel, il y a tout ça en fait. Vous pouvez être cuisinier et exercer votre métier dans l'événementiel. Nous, sur le festival, on a besoin de cuisiniers. On appelle ça le catering, la cantine des festivals, et vous nourrissez chaque jour à tous les repas 1000 personnes. Vous pouvez être plombier, on a des plombiers, on a des électriciens, on a des menuisiers, on a des peintres, et on a des communicants. Mais voilà, je pense que la communication, pour moi, est plutôt un domaine qui réunit plusieurs métiers, en fait. Merci beaucoup. Aurélien, pour clôturer. Je suis assez d'accord avec cette notion de domaine, enfin je suis totalement d'accord même, avec cette notion de domaine. Et c'est vrai qu'on n'a pas parlé de prestataires externes, enfin on en a parlé un peu, mais il y a aussi tout un pan d'opportunités de travail du côté des prestataires, on l'a dit rapidement, mais c'est un univers qui peut être aussi très intermédiaire, c'est-à-dire que les compétences apparemment sont tellement techniques sur un sujet particulier, qu'on va, que ce soit une petite structure qui n'est pas en mesure d'embaucher quelqu'un à temps plein, un responsable ou une responsable communication, et qui va le déporter sur une structure extérieure. Donc vous pouvez être amené à travailler pour ces structures extérieures, mais aussi sur des sujets qui sont tellement pointus
que par moment, vous êtes obligé, un MBDA peut avoir un sujet particulier, je sais pas, le recrutement, et faire le choix de se dire, ce sujet-là, on a déjà d'autres sujets à gérer dans notre communication, on va le déporter sur une structure qui, elle, est spécialisée sur ces thématiques, pour différentes raisons. Donc vous pouvez être amené aussi à travailler pour ces prestataires externes, et puis aussi, on en a peu parlé, mais finalement, c'est un univers où il y a aussi beaucoup de personnes qui portent leur propre activité. C'est une réalité. Là encore, du fait de la technicité, de la particularité de chaque spécialité dans la communication, on peut avoir à faire appel à quelqu'un qui est plus pointu sur une thématique. Je crois que avec le Printemps de Bourges, vous faites travailler beaucoup de personnes aussi qui portent leur propre activité, alors que ce soit auto-entrepreneurs, enfin, tout type de structure. Et ça peut faire partie aussi des métiers de demain auxquels vous pouvez accéder. C'est vrai que tout à l'heure, juste pour compléter, j'ai oublié d'en parler, mais traditionnellement, on a deux types de voies un petit peu. On parle de travailler chez l'annonceur ou en agence. Souvent, quand on fait des études en communication, c'est un peu ça. Chez l'annonceur, donc c'est en entreprise. Et en agence, ça va être des agences de communication, donc un prestataire qui va avoir une multitude de clients et qui va donc répondre à des besoins spécifiques. Voilà. La particularité de l'agence, alors souvent on commence par ces métiers-là. C'est des métiers qui permettent de voir plein de parties différentes, je dirais, de la com, des clients différents, etc. Mais c'est aussi des jobs très, très prenants, très, très exigeants parce que le client, il faut répondre aux besoins clients. Et je pense que, voilà, donc, toi Aurélien, tu es finalement en agence en quelque sorte, même si... voilà, mais en tout cas, on connaît tous le fonctionnement des agences et c'est un secteur particulier. Mais je pense que... Moi, je n'ai jamais bossé en agence, mais je pense que c'est intéressant d'avoir cette expérience-là aussi. C'est la notion de... En agence, vous allez vraiment avoir la notion de client, effectivement, de rendre des comptes à un client. Mais ce qui, in fine, n'est pas si différent d'un poste en interne où vous allez rendre compte à un codir, à une direction, etc. Parce qu'il ne faut pas oublier que nos métiers sont tournés vers des objectifs à atteindre, des enjeux à défendre. Et c'est le cœur du sujet, c'est-à-dire qu'on n'est pas juste en train de faire des essais pour se dire ça marche pas. Il y a une finalité. Et ça crée quand même un niveau d'enjeu, tu l'as dit tout à l'heure, Pauline, je crois, très fort au sein des entreprises. Clairement. Bien, merci beaucoup. Je vais en profiter pour marquer un petit temps d'arrêt, parce que nous, on discute, je pose beaucoup de questions, mais peut-être que vous en avez dans le public. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions ? Bonjour tout le monde. Oui, c'est bon ? Ouais. Ok. Je voulais savoir, quand vous êtes installé sur Bourges pour votre... Enfin, il y a sûrement des raisons personnelles et professionnelles à la fois. Est-ce que vous étiez confiant en l'idée de trouver du travail dans le domaine de la communication ? Est-ce que ça s'est fait de façon volontaire ou par chance ? Est-ce que c'était un choix ? Est-ce que c'était ma question est la suivante. Hein. En gros, c'est est-ce qu'à Bourges, il y a la possibilité de trouver des métiers dans le secteur de la communication ? Et comment ça s'est passé pour vous, en fait ? Et pourquoi Bourges ? Moi, si je peux me permettre, je voudrais élargir même au département, parce que je pense qu'il n'y a pas que Bourges. On a quand même au sein du département d'autres belles entreprises qui sont en périphérie, que ce soit sur Vierzon, sur Aubigny-sur-Ner, autour du Saint-Amandrois, où il y a des besoins en communication et en marketing. Donc, faut pas, même au sein de collectivités aussi, où il y a des communicants. Donc, je pense qu'il ne faut pas se focaliser que sur Bourges. On peut parler du département. Je pense que, moi, me concernant, c'est aussi une histoire de rencontre humaine et d'aller chercher les choses aussi, d'aller montrer ce qu'on sait faire. On parlait tout à l'heure de passion, de curiosité. Moi, je rajouterais courage, investissement et il faut se démarquer. Mais oui, je pense que voilà, il y a quand même beaucoup d'entreprises et beaucoup de structures où il y a des communicants. Je pense qu'effectivement, il y a des possibilités. Moi, si je dois partager mon expérience personnelle, ça fait 10 ans que je suis à Bourges. Ça a été subi. Alors, Bourges n'a pas été un choix. Voilà, j'ai rejoint mon mari qui avait une opportunité professionnelle. Et du coup, dire que ça a été facile tout de suite, sans réseau, sans connaître personne, etc., non, ce n'est pas le cas. Maintenant,
assez rapidement quand même. Quand on est effectivement curieux, qu'on sait aller rencontrer les bonnes personnes, au fur et à mesure, cette notion de réseau, hein, je pense, dans nos métiers, elle est hyper importante. Il y a des opportunités possibles, la preuve en est, au bout de quelques mois, j'ai intégré le campus de la CCI. C'était... Et ensuite, le conseil départemental, donc plus des structures qui ont un peu rien à voir. Ensuite, MBDA, tout ça pour dire que, comme l'a dit Céline, il y a quand même pas mal d'opportunités dans des structures très variées, dans des métiers très variés. Et en revanche, c'est sûr qu'il y a un travail à faire de essayer de rencontrer un maximum de monde pour s'ouvrir le plus de portes possible, quoi. Et on parlait tout à l'heure, le socle de compétences et le savoir-être. En fait, la clé, ça reste ça quand même. Oui, clairement, c'est pas... si l'objectif, c'est de rester tourné vers soi, je pense que dans nos parcours, vous l'avez entendu, etc., on a su saisir des opportunités, mais on les a déclenchées. Elles sont... C'est pas un domaine dans lequel on va subir les choses et on va attendre que les choses viennent à nous. On va essayer de les anticiper et on va les provoquer. Et ça, c'est une vraie force qu'il faut avoir pour travailler dans ce métier. C'est-à-dire que si le but, c'est d'être parmi, entre guillemets, tout un tas de gens qui travaillent pour une structure, finalement, ce n'est pas le type de poste et de domaine qui va vous convenir. Faut vraiment avoir envie de sortir du lot. Je pense que c'est important. Alors je ne dis pas qu'il faut avoir envie d'écraser les autres pour être au-dessus, ce n'est pas du tout le propos. Mais il faut être capable de prendre ce recul, de garder la tête froide quand le temps est plutôt à la tempête. Ce sont des vraies qualités pour travailler dans ce domaine. Alors ça s'acquiert, mais ça se provoque aussi. Après, c'est la question, en gros, la question, c'est de savoir s'il y a des opportunités sur le territoire. C'est ça. Pourquoi Bourges? Alors moi, j'ai carte joker, je suis née ici. Donc, en vrai, opportunité, j'étais pas du tout partie pour rester à Bourges, forcément. Surtout que moi, j'ai commencé à travailler, j'avais 20 ans. Donc, Bourges m'a retenue. En vrai, je serais partie, je pense, sans problème si j'avais une autre opportunité d'emploi que celle du Printemps de Bourges. Après, les choses se sont faites que ça s'est enchaîné et que ça m'a fait rester là. Après, je ne suis pas à l'abri d'être ailleurs dans 5 ans ou moins ou plus. Donc, ce n'est pas un choix d'être à Bourges. En vrai, non mais... Alors je suis très contente, hein. Moi je ne le subis pas pour le coup, puisque moi j'ai mon noyau ici. Donc, Non, je ne le subis plus. Hein. Rassure tout le monde, aujourd'hui tout va bien. Tu t'es habituée. Mais c'est pas pourquoi Bourges, c'est parce que ça s'est fait comme ça. Et après, je reste quand même assez persuadée. Alors, je ne suis pas peut-être la plus à même de savoir s'il y a beaucoup d'offres d'emploi en com sur le territoire, mais je pense qu'il y en a quand même. J'ai l'impression quand même dans notre réseau comme 18, où il y a souvent des partages d'opportunités d'embauche. Moi, la preuve, là, j'ai embauché 2 personnes grâce à Estacom. Donc c'est ces 2 jeunes personnes qui sortent de bachelor. Donc, première opportunité très concrète qui sortent d'alternance. Voilà, une personne qui nous a rejoint hier, une personne qui arrive lundi. Donc, ils sont jeunes, mais c'est pas grave. C'est ce que je disais tout à l'heure. On va accompagner pour les 6 prochains mois, pour les amener jusqu'au festival, pour leur donner des armes pour la suite, parce que malheureusement, nous, dans notre activité, on est très... dépend beaucoup de la temporalité, et on est saisonnier, donc ce n'est pas forcément des emplois en CDI. Mais je suis très contente, parce qu'en plus... qui dit jeune dit aussi des choses à nous apprendre à nous les plus vieux, pas dit les vieux, les plus vieux, parce que autant nous on va les enrichir de notre expérience et eux vont nous enrichir aussi de leur vision actuelle et des nouveaux outils qu'on ne connaît pas non plus tous forcément. Donc je trouve qu'il y a un truc, c'est pas donnant, c'est un gagnant-gagnant, je dirais, à avoir cette parité d'âge aussi dans les équipes, cet équilibre. Merci beaucoup pour cet éclairage, ça répond à la question. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions, tant qu'on y est ?
Très bien. On va passer à la suite et puis je vais vous redonner la parole, Pauline, du coup. Et sans transition sur ce que vous venez de dire qui plus est, mais d'après vous, comment le numérique et les réseaux sociaux ont-ils transformé votre métier, vos métiers ? Comment ils les ont transformés ? Déjà d'une manière assez, je dirais, radicale et fulgurante. Parce que l'évolution qu'on a pu voir sur la sphère digitale, et on va s'intéresser plus particulièrement aux réseaux sociaux dans cette question, mais c'est un outil de communication puissant, vraiment. Pourquoi puissant ? Parce que c'est pas cher. Quand on sait s'en servir. Quand on sait s'en servir. Non, mais je veux dire, et c'est pas pour rien maintenant qu'il y a des formations spécifiques sur du CM, du community management, où on est vraiment sur des outils de communication puissantes et qui demandent un investissement de temps énorme. Donc c'est souvent des postes aussi à temps plein. Mais c'est vrai que ça a l'avantage d'être une communication à moindre coût, directe, rapide. C'est-à-dire que vous avez, c'est vraiment des outils en plus que vous pouvez quantifier. C'est-à-dire que moi, quand j'achète une campagne d'affichage à mon camarade à côté, et ça coûte cher, mais cher dans mon plan média. mais du coup, je n'ai pas les moyens de quantifier le retour direct que je vais avoir sur cette campagne d'affichage. Est-ce que j'ai des billets, est-ce que j'ai des gens qui ont cliqué sur mon site de billetterie grâce spécifiquement à cette campagne, ou est-ce qu'ils ont cliqué grâce à mon post sur Instagram ? Voilà. Que sur Instagram, vous avez quand même la possibilité sur Instagram ou sur les réseaux sociaux en général, il y a des outils de statistiques qui sont formidables et qui vous permettent quand même d'avoir une connaissance de votre public assez fine, que ce soit en termes de provenance géographique, d'âge, d'appétence pour certains styles musicaux, etc. Et de voir quelles sont les publications qui marchent, celles qui ne marchent pas, à quelle heure elles marchent, quel jour elles ne marchent pas. C'est quand même des moyens de communication qui sont super et en plus qui vous permettent de gérer l'aspect communication de crise de manière assez optimale. Je prends un exemple, qu'est-ce qui peut être une communication de crise sur un festival ? Une annulation d'artistes, par exemple. T'es gentil là, sur la communication de crise. Ouais, mais pour nous, oui, ça peut être pire, mais non, moi je ne peux pas. Non, mais je veux dire, quand ça arrive, par exemple, le jour du concert, tu vas pouvoir récupérer les adresses mail de tes acheteurs qui ont acheté sur ton site internet à toi, mais la data billetterie des personnes qui ont été achetées à Carrefour ou à Cultura, c'est des données billetteries qu'on ne récupère pas. Donc on n'a pas ce contact direct là avec les festivaliers. Les réseaux sociaux, tu as l'avantage de pouvoir toucher des milliers, des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de personnes en une heure. Par contre, je trouve qu'on en fait peut-être trop maintenant sur la communication digitale et moi personnellement j'ai un petit retour sur l'objet qui me manque. Je trouve que sur la communication print, on a perdu cet affect qu'on peut avoir avec un poster. C'est comme le CD, on parlait tout à l'heure, on n'a plus l'objet, quoi. Et l'objet, c'était quand même à un moment donné quelque chose. Et c'est pour ça que le vinyle revient, parce que je crois qu'on a besoin de se réapproprier l'objet et de remettre du sens aussi à la communication. Et ça, on l'a un peu perdu derrière nos écrans. Donc je dirais que c'est des outils qui franchement, c'est une avancée terrible dans la communication et ça nous permet de multiplier les canaux de communication à moindre coût parce que notre budget com en général, il ne va pas à la hausse. Moi, c'est toujours tous les ans le seul budget. On me dit cette année, tu auras moins de temps sur ton budget communication. Mais par contre, faire des économies. Mais par contre, comment tu fais pour booster la billetterie ? Du coup, on ne fait pas plus avec moins. En général, on fait plus, mais bancalement, quoi. Donc je trouve que, et en plus, vous les connaissez, les réseaux sociaux, le retour du bâton, c'est la viralité. C'est-à-dire une fausse information peut se décupler et se retrouver partout. Ou pas une fausse information, mais une information que vous aimeriez tenir secret jusqu'alors et qui se répand, ça se répand à la vitesse de la lumière. Et puis les haters, quoi. Ça devient compliqué parce que du coup, le travail de modération sur les réseaux sociaux, encore une fois, c'est un travail à plein temps. Donc c'est des coûts aussi, nous, en termes de salaire, de frais, de coûts RH supplémentaires qu'on n'avait pas avant. Et c'est facile. En fait, on a libéré la parole. Alors c'est bien avec les réseaux sociaux, mais du coup,
votre communication, elle peut très vite se retrouver un peu ternie, et malgré tout le cœur et toute l'énergie que vous aurez mis par des commentaires malveillants ou négatifs, quoi. Donc voilà, je dirais qu'il y a du pour, mais je dirais qu'il y a du contre, et je trouve que c'est important de réussir dans une stratégie de communication, de réussir à trouver un équilibre entre papier, enfin en tout cas support print, éditoriaux, et puis le digital, quoi. Il va être temps de clôturer. Pour clôturer, je vais vous solliciter tous encore une nouvelle fois pour donner si vous aviez un conseil rapide à donner à un jeune qui veut se lancer dans la communication, ou même quelqu'un qui souhaite se reconvertir professionnellement et venir dans les métiers de la communication, du marketing ou de l'événementiel. Quel conseil pourriez-vous lui donner? Un seul? Ou plusieurs s'il y en a, je pense qu'ils sont preneurs. Être mais... curieux en venant faire des expériences en fait. Parce que c'est le meilleur moyen de savoir si ça vous plaît ou si ça vous plaît pas. Moi j'ai eu le cas dernièrement de quelqu'un qui me disait je veux faire l'événementiel, et en me disant mais en fait, parce que moi je ne supporte pas d'être derrière un bureau en fait. Sauf que l'événementiel, organiser un événement, la première partie c'est de le réfléchir. Et on est derrière un bureau au début à le réfléchir, et c'est pas être dehors et être sur le devant de la scène, c'est pas du tout ça. Donc, ouais, je pense qu'il faut être curieux, il faut venir faire des expériences, se renseigner auprès de professionnels, notamment quand il y a des événements organisés comme ici à l'Estacom, la nuit de l'orientation. Ça vous permet de rencontrer des professionnels qui peuvent vous faire un retour, parce que malheureusement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, sur nos métiers, parfois en fait, il y a des idées reçues. Et c'est ça, il faut faire attention aux idées reçues parce que vous pouvez vous retrouver dans quelque chose qui ne vous plaira pas ou à contrario qui vous plaira, mais il faut venir tester. Je dirais aussi, moi c'est un conseil qui me paraît important, quelles que soient les études que vous choisirez, le niveau de diplôme, etc. Il ne faut pas se dire « Ah, moi je vais viser le top tout de suite, j'ai un bac plus 5, ça veut dire que je dois être responsable com ou je ne sais pas, voilà, en tout cas je dois avoir du management, etc. » Non, moi je conseille de commencer par des postes très opérationnels. Faut avoir les mains dans le cambouis parce que vous verrez, même quand avec les années on prend des responsabilités, il y a toujours des tâches qu'on se retrouve à faire et qu'il faut savoir faire. Et je peux vous assurer que je pense que ça on est tous d'accord là-dessus. Et voilà, il ne faut pas se dire ah non mais ça moi j'ai pas fait un bac plus 5 pour faire ça ou un bac plus 3, enfin peu importe. En tout cas, voilà, moi ça fait 20 ans que je fais de la com et je monte toujours mes kakémonos, je remballe toujours, enfin il y a toujours de la logistique, quel que soit Voilà, c'est des petits exemples, mais en tout cas, voilà, je pense que, en tout cas, moi c'est un conseil que je voudrais donner. Ouais, d'être humble, effectivement, je crois que c'est le mot, enfin une forme d'humilité à avoir. Je rencontre beaucoup de jeunes qui... pensent pouvoir être responsable communication en sortant des études. Alors, est-ce que c'est des choses qu'on leur dit, des promesses qu'on leur fait? Je ne sais pas, mais ce n'est pas vrai. Enfin, à 23, 24 ans, je pense qu'on n'est pas responsable communication. Si je prends mon expérience, j'ai été assistante, j'ai été chargée, j'ai été responsable et je suis devenue directrice, mais j'ai, pour reprendre ton expression, vraiment mis les mains dans le cambouis. J'ai fait des horaires énorme. Franchement, j'ai bossé comme une dingue, alors pas par obligation, mais encore une fois, on parlait de passion. Et c'était assez naturel, ça me semblait assez naturel parce que j'aimais mon métier, j'aimais ce que je faisais. Mais je suis persuadée que si je m'étais pas investie autant, je n'en serais pas là maintenant, clairement, c'est sûr. Déjà, j'aurais certainement pas acquis autant de compétences et puis j'aurais pas forcément eu cette évolution. Donc ouais, ayez cette humilité-là, et je trouve qu'il n'y a rien de dégradant quand je parle d'humilité. Je trouve que l'humilité, quand elle est bien placée, fait du bien. Soyez curieux, c'est hyper important, l'ouverture sur les métiers, sur les outils, sur les autres, sur le monde, sur l'extérieur, sur ce qui se fait à côté, soyez curieux et multipliez les expériences quelles qu'elles soient dès que vous pouvez. Voilà, puis encore une fois, soyez passionnés. Enfin, je crois que franchement, mais je pense que c'est le cas dans tous les métiers. Enfin, si on peut faire un métier où on est passionné, c'est le top. Mais il y a des métiers, je pense, qui demandent d'avoir un peu plus de passion. Il faut que la passion soit là parce que ouais, parfois c'est un
un peu, pas indigeste, mais beaucoup d'investissement, beaucoup d'heures. Alors, c'est pas tout le temps et c'est des périodes, mais voilà, je pense que si on n'est pas en phase et si on n'est pas épanoui dans ce qu'on fait, ça foire. Et puis en communication, ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui était vrai hier n'est pas forcément vrai demain. Oui. Et il faut savoir se réinventer, en fait. Toujours se remettre en question et se réinventer. Parce que nos métiers, ils évoluent sans cesse. Oui, et puis on n'a pas parlé d'IA, mais c'est un des grands sujets de nos métiers, mais comme de tous les métiers. Tous les métiers, ça redéfinit toutes les frontières. Et finalement, ce n'est pas une solution, ça n'est qu'un outil. Donc aujourd'hui, vous resterez maître... La promesse de l'IA, c'est finalement d'être capable d'être une personne augmentée, c'est-à-dire d'être plus précis, plus efficace, de gagner du temps, mais elle ne vous remplacera pas, elle viendra juste vous accompagner et vous rendre meilleur et plus pertinent dans la façon dont vous allez vous organiser au jour le jour. Alors, je ne sais pas dans quelle mesure on parle d'IA à l'Estacom ou dans vos orientations et formations, mais effectivement, ce sera une composante importante de vos métiers. Par contre, ça ne doit pas vous faire dire que vous ne ferez que de l'IA, et à l'inverse, ça ne doit pas vous faire peur. Ça reste un outil comme on en a eu d'autres. Comme les réseaux sociaux. Comme les réseaux sociaux. Oui, comme à une époque. La rapidité est presque surprenante parce que c'est extrêmement efficace, mais il restera un pilote dans le navire et vous êtes potentiellement ce pilote. Après, je rejoins tout ce qui a été dit, cette notion de curiosité, d'opportunisme et d'être capable finalement d'aller au bout d'une piste, d'une idée, d'un job potentiellement, parce que j'aime à dire que dans ces métiers, c'est important de ne pas avoir de regrets, mais je pense que dans la vie, de façon générale, c'est important de ne pas avoir de regrets. Et quand on n'a pas essayé, on ne sait pas en l'occurrence. Donc ça permet aussi, se planter, ça fait vraiment partie de ce métier. On se plante tous les jours, tous les jours. Et même dans son orientation, d'ailleurs, on a le droit de se tromper. Tout à fait. On a le droit de partir faire de la com et puis se rendre compte qu'en fait, c'est pas pour nous et puis c'est pas grave. On rebondit, on fait autre chose et puis ce qu'on aura fait durant cette expérience-là, ça nous servira toujours. Il n'y a pas de mauvais chemin, je crois, pour arriver là où on doit être à un moment donné. Merci beaucoup. On va passer à la deuxième partie de l'événement. Mais avant ça, du coup, on va libérer nos 4 intervenants et on va les remercier vraiment très chaleureusement du temps et de la sincérité que vous nous avez accordé pendant cette heure. Donc vraiment un grand merci. Peut-être qu'on pourrait les applaudir quand même.